Vous devriez arrêter de sourire, je vous promets que ça devient vraiment malsain. Faut pas laisser vraiment la vous arrêter d'essayer de dire des pas. mots. Bouffe pas de Ça graines. vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, ça j'ai me appris fout à lire d'angoisse. et je fais de ça. Ça pourrait pour vous ça. tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que C'est vous pas parliez. faux. Bouffe pas de graines. Mais sortez-vous les doigts Non. du cul. En vrai, le La touche à beaucoup poulette. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, ça me fout d'angoisse. La ferme. Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Démerdez-vous. Avant toute chose, il faut que je reparle un petit peu du premier, et de mon rapport à Kaamelott en général. Kaamelott est une série que j'ai suivie dès que ça passait à la télé, en remplacement de Caméra Café, et j'ai toujours eu pas mal d'atomes crochus pour cette réalisation et pour l'aspect comique. C'est une série qui a toujours été au-dessus de ses moyens, avec des ambitions assez débordantes. Quand on a eu le passage au cinéma, on a vu que ces ambitions... bon, elles n'ont pas changé. Malgré un budget assez limité, je trouve, le premier film a fait un excellent travail. On suit un roi qui revient, donc il revient. Comme je le disais lors de cette vidéo, Alexandre Astier a réussi à avoir la Alexa je sais plus combien, ce qui offrait au premier film une très belle image, quoique très chirurgicale. Tout ça pour une histoire assez sobre, assez simple, mais qui laisse la place aux comédiens pour s'amuser et pour créer des situations vraiment cocasses. Cette deuxième partie nous raconte ce qui se passe après. Et la première chose qu'on va remarquer, c'est à quel point Astier a step up en réa. La réalisation est top. J'ai kiffé ma race. Dès la scène d'introduction dans les ruines de Kaamelott, avec ce plan zénithal, avec les oiseaux qui volent autour, c'est formidable. Le film nous raconte comment Arthur, à terme, va envoyer les nouveaux chevaliers accomplir des quêtes pour prouver leur valeur et parce que ça leur fait envie, et en sous-texte, poser les clés pour le grand fil rouge de la série. Le Graal. Arthur est toujours avec Guenièvre, ils sont en Carmélide chez ses beaux-parents, et il en fout pas une. Caradoc travaille toujours à la taverne avec Merlin en tant que plongeur, jusqu'au moment où un nouveau personnage va venir quérir le valeureux sorcier, et Lancelot est retourné dans les ruines du roi Ban et essaye de discutailler avec Feu son père, le fantôme de son père. Pour résumer grossièrement l'histoire de bout en bout, ça va être la mise en place de chaque arc narratif pour chaque personnage afin de dévoiler un tout. Chaque personne va se disperser. Chaque personnage va avoir un but particulier et chacun suivre leur quête. La réalisation est très soignée. J'ai senti une grosse différence par rapport au premier. C'est beaucoup plus dynamique, c'est plus posé, des mouvements de caméra un peu plus ambitieux. Je pense que le film a eu un peu plus de budget. Et je remarque des différences au niveau de l'image. J'ai l'impression qu'on a des optiques anamorphiques qui va créer un peu plus de saleté et de distorsion dans les zones de flou, ce qui fait que, contrairement au premier, l'image est moins chirurgicale. Ça fait un peu moins propre, plus vivant. Et c'est très appréciable. On a une lumière qui est incroyablement bien gérée, la colorimétrie est top, ça te fait vraiment vivre cet univers et on a vraiment l'impression que tout est éclairé à la bougie, ce qui est appréciable. Le jeu d'acteur est toujours aussi dingue, ça me fait toujours autant rire, et pour parler du jeu d'acteur, oui, Franck Pittiot n'est pas là, Perceval est toujours là, on va dire, il envoie des lettres, il s'est frité avec Caradoc, et ça c'est un élément qui me fait bizarre. Comment dire, sans spoiler, j'ai l'impression que tout ce qui a été dévoilé et écrit pour le personnage de Perceval, en fait, vu que Franck Pittiot n'était pas là, il n'a pas pu venir pour différents artistiques, selon ses dires, tout son arc narratif a été reporté à un autre personnage. Ce qui fait un peu bizarre, c'est pas illogique non plus, mais ça fait bizarre. Le reste se tient, l'univers est vivant. On te développe plusieurs zones, plusieurs coins, plusieurs clés, avec plein d'insectes, avec plein de synthés qui te dévoilent tous les nouveaux décors qu'on n'a jamais vus, et un casting de malade. On a vraiment énormément de monde qui revient, et des nouveaux qui arrivent. On se rend compte que le Chevalier Sèche a bien grandi quand même, hein. On assume encore plus la partie effets spéciaux numériques. On a vraiment des scènes entières montrant des CGI en gros plan, et ça passe très bien. Nos artistes français. Et surtout, ça sert un propos. La réalisation sert un propos. Même si le film est très verbeux, il est quand même très généreux en belle image et en beau thème. On peut avoir l'impression qu'on enchaîne les scènes de sketch. On a des scènes de dialogue rigolotes,
avec un petit peu de sous-texte vis-à-vis de l'histoire principale. Ensuite, on a une scène contemplative, puis on passe à une autre scène de dialogue. Mais étrangement, le rythme est assez bien géré pour que ces 2 heures, c'est 2h40 je crois, elles soient passées toutes seules. Le film sait qu'il a des décors vraiment très beaux, des incrustations en CGI vraiment très travaillées et bien foutues. Du coup, on profite, on les montre, on le voit. Et un truc qui est cool niveau changement, la série Kaamelott montrait une quête vitale qu'avance pas. A contrario de la série, tout avance. On a le débat d'Arthur sur ce qu'il doit faire, les nouveaux chevaliers qui s'avèrent être de plus en plus compétents, Lancelot qui se dévoile être une menace de plus en plus grande, et la quête du Graal qui commence à avancer. Un point positif, c'est que toutes les questions qu'on pouvait se poser en regardant les bandes annonces ont trouvé une réponse ici. Ce qui ne donne pas cette sensation de encore fin, malgré le fait que le film se termine cash, hein, c'est une première partie, ça cut au milieu d'une action, c'est... Ah! Bon, ça donne envie de voir la suite, c'est déjà ça. En conclusion, pour cette partie no spoil, j'ai vraiment aimé le film. J'ai vraiment passé un super beau moment. C'était très beau, visuellement. Il y a une sorte de mise à jour de l'image qui fait beaucoup plus propre, même si elle est techniquement plus sale. Ça fait plus cinématographique. J'ai vraiment apprécié le film. L'histoire avance, mine de rien. Les nouvelles blagues sont vraiment cool. Il y a un gag qui m'a fait exploser de rire, c'est genre vraiment je m'y attendais pas. La réalisation est soignée et les images sont magnifiques, les décors, les paysages, c'est un film contemplatif avec une véritable histoire d'heroic fantasy. On assume les aspects fantastiques de cet univers avec beaucoup plus de visuels sur le bestiaire de ce monde. On te rajoute de la mystique sur des personnages qui en avaient déjà mais qui te dévoilent une facette supplémentaire. Et l'avancée de nos nouveaux chevaliers est prenante. On a envie de voir l'avancée de leur quête, on a envie de les voir galérer, on a envie de les voir réussir et on a hâte de voir ça. Je vais avoir du mal à raconter le reste de l'histoire sans spoiler, donc partie spoil. Oh là là, c'est le spoil. C'est bon, vous êtes tous partis? Bon, partie spoil. On va avoir du boulot, parce qu'il s'en passe des choses dans ce film. Arthur reçoit un message des dieux, ces fameuses lignes sur le mur. Qu'on voyait, on se demandait ce que c'était. C'est du druidique, annonçant à notre roi qu'une menace pèse sur lui, une forme d'assassin, ce qui va amener à l'une des quêtes du film. Le film est parsemé de différentes quêtes, et ce qui va le motiver à bouger un peu son train, c'est que ce message, envoyé par la foudre, ne l'a pas attaqué lui, ça a attaqué Guenièvre. Guenièvre qui pendant tout le film garde le sourire, garde tête haute, mais est gravement blessé. Et leur alchimie a rarement été aussi tangible que dans ce film-là, c'est formidable. Pour continuer sur la quête d'Arthur, ce message venu des dieux disant qu'un assassin meurtrier va bientôt venir pour lui, il va chercher 3 mercenaires, dont ceux qui l'ont retrouvé à l'époque où il était esclave, afin d'enquêter là-dessus. En parallèle à cela, Merlin, qui travaille avec Caradoc à la plonge, ça me fait mourir de rire, se fait ramener par un nouveau sorcier. Un nouveau sorcier qui a un design extrêmement classe, qu'on dévoile très rapidement être assez puissant. Sa scène d'introduction, on le voit dans les ruines de Kaamelott, dans des plans magnifiques, mettant vraiment en valeur ce décor. Et la première fois qu'on le voit interagir avec Merlin, il tape de son bâton, on voit un jet de vent, c'est formidable, c'est magnifique. Et c'est un allié qui vient quérir le magicien afin de prévenir le roi qu'une menace beaucoup plus puissante qu'il ne le pensait réside dans les ruines de Kaamelott. Lancelot, semblerait-il, faisait de la magie noire, ayant maudit le lieu. La quête de Merlin, de ce nouveau chevalier, et de, bien sûr, Elias de Keliwig, va être d'enquêter dans les ruines de Kaamelott afin de découvrir ce qui s'y passe. Encore une fois en parallèle, Caradoc, accompagné de la Dame du Lac, qui lui révèle qu'une espèce de prophétie qu'elle a vue en rêve, ayant un lien avec la quête du Graal, et tous devant partir en Méditerranée afin de rechercher 3 fontaines. On a la quête de Caradoc, qui sont à chercher le Graal. Encore une fois en parallèle à cela, on a les jeunes chevaliers, donc le chevalier Sage, son frère, la nouvelle génération, les filles de Caradoc, qui partent chacun dans des quêtes différentes. Un groupe doit partir dans une contrée lointaine afin d'essayer de protéger le dernier dragon. La classe, ça permet de montrer un paysage enneigé, gelé, des aurores boréales. Parce que c'était beau! Et l'autre groupe se décide d'aller traquer
tuer Lancelot? La vache. Lancelot qui, de son côté, vit comme un reclus, un vagabond, et cherchant à communiquer avec son père, et cherchant encore une fois à manifester cette forme de magie noire qu'il a travaillé pendant des années, jusqu'à un événement qui, moi, m'a fait me dire « Ok, on savait pas à quel point ce personnage était flippant ». L'introduction du personnage de Méléagant sous la forme d'une araignée géante, tapie dans l'ombre d'une tour du château du roi Ban, et arrivant, forme de la quête du héros, comme un professeur, allant voir Lancelot pour lui enseigner les véritables formes de la magie noire. Et la première chose qu'il va faire, va de se chercher une arme. Car ce n'est pas dit dans le texte, c'est montré, le show don't tell est très bien foutu à ce niveau-là. Lancelot est un homme ambitieux, maîtrisant une forme de magie, mais devant affronter la puissance des dieux en la présence d'Arthur maniant Excalibur. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est se créer une arme magique afin de tenir tête au roi. Le roi qui s'en est débarrassé de son épée magique. Tout cela est monté dans un fantastique montage alterné qui passe d'une quête à une autre, d'un personnage à un autre, et le tout reste très stimulant, très créatif. Quand chaque personnage va partir dans une de ses quêtes, on va montrer les décors et l'avancée des personnages via des fondus enchaînés, et ça marche très bien. On comprend de plus en plus la psyché d'Arthur, qui est un gars qui se considère n'ayant pas les épaules pour, mais qui doit quand même le faire parce que bon, il y a pas mieux. Son entrée, le montage de la première table ronde, lors de la première grosse bagarre entre tous les membres, le montage est assez bizarre, il est assez illisible, on a du mal à comprendre ce qui se passe, ce qui peut être raccord avec l'ambiance, on va dire. On est dans une ambiance de Discord, le montage des discordieux, jusqu'à l'arrivée du roi Arthur. Le roi Arthur qui arrive, qui a décidé de se bouger un peu les saucisses, et qui pose ses guitares à la table. Tout le monde se tait. Et qui nous offre un magnifique monologue. Un magnifique monologue sur l'aventure, sur ce que ça correspond. Pourquoi partir à l'aventure? Pourquoi est-ce important? Et ça a fait mouche. Jusqu'au moment où il demande à voter. Qui part à l'aventure? Et qui veulent ira? C'est pour le coup, on a un vrai discours avec le Arthur qui écoute tout le monde. Mais pour une fois, qui les écoute et qui cherche des alternatives réalisables pour tout le monde, et on le sent vraiment médiateur, écoutez. C'est pas tout le monde ne veut partir à l'aventure, c'est les jeunes qui veulent partir à l'aventure, et les vieux ils sont là, bon, pour vivre, on va pas que ça à foutre, et puis on doit gérer ça, oui. On peut comprendre que d'anciens chefs de guerre n'aient plus à faire leurs preuves, et qu'ils doivent quand même continuer à réger leur domaine. Donc, qui veut partir à l'aventure? Et ça m'a fait mourir de rire. T'as Léo Dagan qui lève la main, t'as sa femme qui le regarde. Comment ça tu veux partir? Il m'a eu, son discours m'a eu. ça c'était excellent. Il m'a eu. C'est la vache, j'ai pas envie, j'irai pas, mais il m'a eu ce con. C'est cet événement-là qui va amener le fil rouge du film avec les différentes quêtes. T'as un groupe qui cherche à retrouver Yvain ou Gauvin, je sais plus, le personnage de Simon Astier, qui vont avancer à 2 à l'heure parce que c'est des crétins. Ceux qui vont chercher à tuer Lancelot et être témoins de ce qu'il fait réellement. Le groupe de jeunes qui essayent de sauver le dernier dragon, pas visible malheureusement. Et les sorciers cherchant à savoir ce qui se trame dans les ruines du château. Il semblerait que Lancelot n'est pas fait que de la magie noire, mais de la nécromancie, ce qui terrorise nos sorciers. Et ce qui peut mener à quelque chose de très intéressant. Donc, tout ça avance. Le film se termine de manière très brute. Caradoc, la Dame du Lac, ils se font capturer sur l'île des Trois Fontaines. On ne sait pas ce qui va leur arriver. Les 3 sorciers sont encore piégés dans les ruines de Camelot. Lancelot a une arme démoniaque des suites de l'invocation d'un démon majeur. En essayant de se créer son arme, il a invoqué un démon majeur, mais il a quand même réussi à avoir son arme. Méléagant, il est là, qu'est-ce qui se passe? Arthur, lui, se rend compte de la vraie menace, car ses espions partis pour enquêter sur son possible assassin meurtrier, ont réveillé l'intérêt de la belle-sœur du roi, qui veut sa mort, qui présentait avec un trio de drag queen. Ça marche très bien, ça te crée une véritable aura. Tout avance, et c'était parfaitement adorable. J'ai vraiment aimé l'interaction des personnages, l'évolution de la relation entre Arthur et Guenièvre, et c'était formidable. Je vous conseille d'aller voir ce film, il m'a énormément plu. Prenez soin de vous, abonnez-vous, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao.